Bonjour, bonsoir, chers amis, hein, et bienvenue à notre cours sur la personnalité. OK? Dans la personnalité, et on voit qu'il y a des choses qui nous sont communes. Hein, il y a des choses qui nous sont communes, comme lorsque vous voyez des jumeaux et des jumelles. Hein, il y a des choses qui sont vraiment communes à ces gens-là, mais il y a des choses qui, qui les distinguent. OK? Et on peut dire de façon générale, OK? C'est des manières habituelles de percevoir son environnement. Comment je vois, comment je perçois, comment j'arrive à voir mon environnement, OK? Et comment je réagis tout de suite, OK? Il y a certaines manières de percevoir et de réagir face à les situations. Et là, je vous donne un exemple. Si je suis défini comme anxieux, OK, cela veut dire que j'ai l'habitude de percevoir les risques, même minimes, dans les situations de ma vie courante, que j'ai tendance à m'alarmer facilement et à faire des efforts pour prévenir les situations que je juge dangereuses. Là, c'est un exemple pour une personne qui est anxieuse. Dans cet exemple, on voit que la personnalité comprend à la fois des manières habituelles, hein, l'habitude de percevoir, imaginer des risques, hein, c'est à la fois des manières habituelles de penser, on est là, de se comporter parce que je cherche, hein, à réduire, hein, on est là, les risques, hein, et de ressentir des émotions. Ça veut dire d'avoir peur. OK? Ça veut dire, et là, dans cet exemple, on peut voir ces éléments. Si cette façon de faire se répète de manière habituelle dans des situations variées, ça constitue tout de suite un trait de personnalité. Ce n'est pas quelque chose qui se passe juste une fois, mais je vous parle des choses qui se répètent. Donc là, on parle de la personnalité. Donc, dans la personnalité, qui est synonyme de caractère en langage courant, hein, on peut voir que chaque personne a une façon de réagir face à ce qui se passe dans la vie courante, ou du moins aux aléas de l'existence. OK? Et, je peux renforcer ça pour vous en disant c'est un profil global d'une personne. Et il y a trois dimensions dans tout ça aussi. Il y a la stabilité et continuité dans le temps. Les choses sont stables, les choses qui vont évoluer. Il y a la globalité, la façon de voir les choses de façon globale et comment cette chose-là est organisée. OK? Stabilité et continuité, hein, dans la personnalité. Il y a ces deux éléments, la stabilité et la continuité. OK? La personne ne peut pas changer d'un moment à l'autre. Il serait un étranger, mais sa personnalité peut se transformer à travers le temps. Donc, il y a une certaine évolution de la personnalité tout au long de la vie. Mais il y a beaucoup de théoriciens qui nous disent que les plus grands bouleversements surviennent au cours de la petite enfance, mais les choses évoluent au cours au cours de la vie. Les principaux déterminants, hein, les sources de la personnalité, il y a l'hérédité, mais nous allons aller beaucoup plus en détail avec ça. Il y a l'hérédité, les caractères physiques, le sexe de la personne. Il y a l'environnement aussi, les facteurs culturels, les facteurs sociaux, les facteurs conjoncturels. Et ce sont des éléments qui ont une influence ou qui déterminent
vraiment notre personnalité. OK? Là, je vais beaucoup plus en détail en disant qu'il y a l'hérédité. Nous allons voir c'est quoi l'hérédité, la culture, hein, les déterminants, hein, la famille, le groupe et les rôles, ainsi que les expériences de vie. L'hérédité, nous savons tous que c'est la transmission des caractères physiques et moraux. OK? Les parents ne nous transmettent pas seulement les traits de caractère physique, ça veut dire, on peut dire, ah, je ressemble à mon père, mais aussi les parents nous transmettent. Hein? Il a été prouvé que les parents nous transmettent des traits moraux. Hein? Et c'est très important. Et là, des fois, les comparaisons portent, lorsqu'on est très jeune, sur les enfants. Des fois, on les compare à des traits physiques. On peut dire l'enfant, hein, l'enfant ressemble à ses parents. Mais lorsque l'enfant commence à devenir vieux, on dit tout simplement, et les comparaisons vont porter sur les attitudes. Il est mal élevé comme son père. Il est toujours bruyant, il fait beaucoup de bruit comme son père. Il est toujours calme comme sa mère, etc., etc. OK? Donc, nos parents nous transmettent ce qu'on appelle des gènes, des traits de caractère physiques et moraux. L'hérédité, c'est vraiment un aspect qui a une influence considérable. D'une façon directe, certains facteurs deviennent une partie inhérente même de la personnalité. Certains gènes, c'est un fait, l'environnement peut moduler le message des gènes. Par exemple, la taille de l'individu peut aussi être fonction de la qualité de l'alimentation. Ça pourrait être en fonction de ses parents, mais on peut moduler. Je vous donne un exemple. On dit que la plupart des femmes vont ressembler à leur mère, hein, quand ces femmes-là deviennent beaucoup plus vieilles. Et maintenant, une femme ou une jeune fille peut décider de moduler ses gènes. Par exemple, si ma mère a une taille forte, je peux décider de faire beaucoup d'exercices et de contrôler ce que je mange et ça va moduler. Hein? Donc, plusieurs facteurs de l'environnement peuvent influer ce qu'on appelle le bagage génétique qui nous accompagne malgré nous. OK? Parce que nos parents nous transmettent ça malgré nous. Hein? L'hérédité peut déterminer la présence de certains traits de personnalité, mais c'est l'expérience de vie qui détermine comment ils se manifestent. C'est important. Donc, c'est l'hérédité peut déterminer la présence malgré nous, mais l'expérience va déterminer comment il se manifeste. C'est l'inné et l'acquis. Il y a des choses qu'on est né avec, il y a des choses que nous faisons l'acquisition de ces choses-là, c'est à travers le temps, c'est à travers l'évolution. D'accord? C'est important. OK? Maintenant, il y a la culture. Hein? La culture, ce sont les mœurs. La culture a une influence considérable sur le comportement, sur les attitudes. La culture, ce sont les normes qui sont acceptables dans une société. Hein? Et la culture, ma culture, a une influence sur moi, hein? Sur le développement de ma personnalité. Les valeurs, ce sont des valeurs qui vont conditionner, hein, les comportements, qui vont conditionner les attitudes. Un comportement, c'est l'action, on a vu ça, la façon d'agir,
Et les attitudes, c'est ce que je ressens. Hein, c'est la façon d'être. OK? Le comportement, c'est l'action. Et on peut même parler de, lorsqu'on dit le comportement, c'est l'action, on agit. Hein? Et l'attitude subit l'action. Ou en d'autres termes, l'attitude, ce sont la façon dont je ressens. Par exemple, je me sens bien. C'est une attitude. Hein? Et j'agis de cette façon-là. C'est une action. On est là. La famille a une influence considérable parce que les premiers contacts significatifs de l'enfant sont avec les membres de la famille, les parents, les grands-parents. Donc, l'influence des parents est déterminante car ils servent de modèle à l'enfant. L'enfant imite ses parents. Les enfants calquent aisément la manière d'exprimer les émotions et reproduisent fidèlement le non-verbal. Le groupe et les rôles. Hein? Les groupes jouent un rôle important, un rôle prépondérant, hein? Comme la famille. Lorsqu'on parle d'un groupe, rapidement, les enfants font partie des groupes, les groupes sportifs, les groupes de loisirs, à l'intérieur de l'école, et chaque groupe définit ses règles, les règles de comportement. Et chaque groupe récompense ce qui est jugé approprié. OK? Les normes d'un groupe, les rôles qui y étant associés, ça favorise le développement de certains traits de personnalité. Les expériences de vie, une personne qui a connu de nombreux échecs, qui a coulé en primaire, coulé en classe intermédiaire, qui a coulé plusieurs fois, mais lorsque cette personne arrive à l'université, ça va avoir une influence. Hein? Ça peut manifester un manque de confiance. Et pourtant, l'inverse est aussi vrai. Une personne qui a connu beaucoup de succès, hein, ça va développer une bonne confiance en soi. OK? Hein? Il y a 3 catégories de traits de personnalité, les traits sociaux, les traits à la conception personnelle du monde, les traits relatifs à l'adaptation affective. OK? Regardez les traits sociaux. OK? Comment je collecte l'information, on va y retourner. Ça vient de comportement organisationnel d'un ouvrage qui nous dit on collecte soit par sensation, par intuition, on évalue soit par sentiment ou par pensée et on prend la décision. On va y revenir lorsqu'on va parler en détail des traits principaux, les traits relatifs à la conception personnelle, hein, les croyances, les convictions intimes. Donc, là, on va y revenir avec ces termes, l'autoritarisme, le dogmatisme, etc. OK? Là, ce sont les types de personnalités. Personnalité A, l'impatience, le désir de réussite et le perfectionnisme. Personnalité B, caractère calme, un faible esprit de compétition. OK? Personnalité A, personne se montrant brusque, rigide, etc. Et personnalité B, la personne est sereine, la personne est patiente dans ses relations avec ses collègues. Et si vous montrez tout ça, Argyris nous présente ce que nous appelons une sorte de continuum du développement de la personnalité, de l'immaturité à la maturité. L'immaturité, c'est la passivité, quelqu'un qui est passif. La maturité, c'est activité. Hein? Vous pouvez regarder ça. Dépendance, c'est l'immaturité. L'indépendance, c'est la maturité. Comportement peu diversifié et comportement diversifié. Et vous pouvez continuer vous-même jusqu'à faible conscience de soi, forte conscience de soi. Faible conscience de soi, c'est l'immaturité. Et la maturité, c'est quelqu'un qui a une forte conscience de soi.
Et ensuite, on retrouve Barrick et Mount en 1991 qui a présenté un modèle, un type de personnalité, la stabilité émotionnelle. Quelqu'un qui est stable émotionnellement, cette personne-là va être très sereine, stable, détendue. Mais l'extraversion, la personne va être communicatif, hein, sociable, assuré. L'application, c'est responsable, la personne est responsable, fiable, persévérant. Ensuite, l'agréabilité, facile à vivre, hein, agréable à vivre avec cette personne-là, confiante et coopérative. L'ouverture d'esprit, la personne est imaginative, curieuse, large d'esprit. Donc, ça, c'est le modèle de Barrick et de Mount. Ensuite, on retrouve le modèle des étapes successives selon Shiji. On est là. 18 ans à 30 ans, c'est des étapes, il y a des décisions que l'on peut prendre entre 18 à 30 ans, on ne peut pas les prendre entre 30 à 45 ans. Et à partir de 45, c'est la fin de vie. Donc, il faut commencer à penser à notre sortie dans la vie. OK? Donc, on rentre dans la vie et on pleure. On rentre, on pleure, c'est la vie, mais on sort, les autres pleurent. Ça, c'est la mort. Hein? Mais il faut, ce sont des étapes. 18-30 ans, c'est très jeune. 30 à 45, c'est une étape moyenne. Mais à partir de 45 ans, là, c'est la fin. C'est le début de la fin. D'accord? Et il y a des décisions, ça peut modeler en fonction de ces âges-là, ça va modeler notre personnalité. D'accord? Personnalité et dimension politique. OK? Et la dimension politique, c'est un processus d'influence sur le comportement et pour pouvoir protéger ses propres intérêts. Ce qu'on veut, on va essayer c'est un jeu de pouvoir lorsqu'on parle de la dimension politique. La dimension politique, c'est un jeu d'intérêts. Ça veut dire le comportement politique du groupe, les intérêts du groupe. Tout le monde va essayer de tirer le drap de son côté, hein, pour protéger ses propres intérêts. D'accord? De façon générale, tous les comportements ont une connotation politique parce que tout ce qu'on fait, il y a toujours un intérêt. OK? C'est un comportement qui nous permet d'obtenir un avantage au détriment d'autres personnes ou même au détriment de l'organisation. C'est ce que nous appelons la dimension politique. OK? Des fois, je vous donne un exemple de dimension politique. Des fois, ils ont un besoin de pouvoir, un désir d'influencer et de diriger les autres. OK? Et on peut le faire par ce que nous appelons une ruse. Et par exemple, Machiavel disait que lorsqu'on veut influencer quelqu'un, on peut le faire à travers ce qu'on appelle la ruse. La meilleure manière d'acquérir et d'utiliser le pouvoir est de manipuler les autres, et de manipuler les autres. Ça, c'est l'empressement à prendre. Alors, c'est Machiavel, c'est utiliser un comportement machiavélique. Ça veut dire un comportement, l'empressement à prendre, c'est un comportement où je veux manipuler les autres. Il y a l'empressement à prendre des risques. La personne recherche activement des situations à haut potentiel de risque. Elle est prête à s'engager dans des activités même politiques. Personnalité, comportement, comme je vous dis, il y a l'estime de soi, hein? C'est l'idée qu'un individu se fait de lui-même, de ses comportements, de son appartenance, excusez-moi, de son apparence, de son intelligence, et aussi
Et l'estime de soi, c'est un comportement. Et comme je vous dis, l'estime de soi, ça fait partie très important du comportement. Et l'estime de soi, c'est prouver, chers amis, qu'une personne qui a une bonne estime de soi, ça va intervenir dans le choix initial de sa vocation. Et beaucoup de statistiques démontrent que ces gens-là obtiennent des offres d'embauche meilleures que les autres. OK? Et ils obtiennent des appréciations plus favorables. Et le sentiment de contrôle, c'est l'idée que font les individus de leur aptitude à maîtriser les événements susceptibles de les affecter. Il y a l'introversion et l'extroversion. La personne qui est introvertie est calme, timide, et pourtant, l'extroversion, c'est une personne qui est très communicative et c'est une personne qui n'a pas de problème dans les bruits, et dans les bruits lorsque c'est bruyant, dans les endroits bruyants, et la personne peut agir sans problème. Il y a l'autoritarisme et le dogmatique ou le dogmatisme. L'individu hautement dogmatique manifeste son étroitesse d'esprit. Il considère le monde comme un lieu redoutable. Il est rigide dans ses opinions. Et le contraire, la personne qui n'est pas dogmatique, cette personne-là va être plus souple. Hein? Ces gens-là considèrent l'autorité légitime comme un pouvoir absolu. Hein? Il se contentera de rassembler les informations en quantité limitée avant de prendre une décision, puis être résultat, parce qu'on peut faire beaucoup d'erreurs. L'individu qui est faiblement dogmatique a un esprit ouvert. Les types de personnalités, il y a le behavioriste. Hein? Si vous êtes behavioriste, c'est l'action qui vous est prioritaire. Vous êtes une personne axée sur les objectifs. Vous favorisez la pensée pratique. Mais si vous êtes affectif, vous êtes une personne centrée sur les gens. Vous aimez qu'on vous aime. Hein? C'est l'expression. Mais si vous êtes cognitif, c'est l'analyse. Vous êtes une personne centrée sur la tâche. Vous préférez travailler avec les traits de façon, avec les faits de façon méthodique. Mais si vous êtes interpersonnel, c'est l'harmonie. Vous êtes une personne assez sur les idées. Vous êtes enthousiaste, vous êtes ouverte. OK? Donc là, merci beaucoup. Et c'est